Il y a des sujets qui sont faciles à traiter, des sujets légers ou distrayants, et il y en a qui le sont moins. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suicide, et ce n'est pas un thème simple, parce qu'il est synonyme de peines et d'espoirs brisés, synonyme de douleur pour la personne et pour ses proches, synonyme de souffrance. Que les choses soient claires d'emblée, nous ne sommes derrière ce micro ni médecins, ni psychologues, ni même sociologues, et si nous donnons notre avis sur la question, c'est parce que les 3/4 des suicides en France sont masculins, et que modestement nous voudrions comprendre pourquoi c'est le cas, et comment nous pourrions éviter tant de drames. J'ai le plaisir de partager l'animation de ce Café des Hommes avec Alexis Fontana, premier MRA de France, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, et Radu Stoenescu, qui possède lui aussi une chaîne YouTube qui cherche à comprendre la femme pour éviter le drame. Messieurs, je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour, effectivement, je suis Alexis Fontana. Tu me fais beaucoup d'honneur en me disant que je suis premier MRA de France, mais je citerai quand même SOS Papa en tant que premier. C'est quand même les plus forts, les plus organisés et ceux qui ont l'action la plus ciblée, en fait. Voilà, donc effectivement, je suis peut-être éventuellement l'un des premiers sur YouTube. Ça, pour le coup, c'est peut-être vrai. Et voilà, je vais faire un prochain live dimanche soir prochain, dans une semaine, là. Donc voilà, on se retrouvera à ce moment-là. Radu. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Radu Stoenescu, je suis le créateur de contenu sur la chaîne qui porte le même nom. Et je suis donc philosophe de formation et je souhaite donc approfondir les questions de la dynamique homme-femme afin donc d'aider les hommes qui sont dans une mauvaise passe et qui cherchent à comprendre pourquoi cela va mal. Donc, je remercie Moss de m'avoir invité à faire partie de ce Café des Hommes. Et voilà, je tiens à vous annoncer aussi que je tiens un live le vendredi soir, chaque vendredi soir à 21h sur ma propre chaîne où je discute de la pilule rouge et donc des problèmes des hommes. Eh bien, merci Radu, merci Alexis. La thématique du suicide a été abordée par des sociologues, des psychologues et même des artistes, et c'est à peu près dans cet ordre-là que nous allons la traiter ce soir, puisque nous cherchons à répondre à 3 grandes questions. Quel est l'état des lieux du suicide aujourd'hui ? Quelles sont ses principales causes ? Comment y remédier ? Bienvenue messieurs et bienvenue à tous nos auditeurs, vous êtes en bonne compagnie pour la nouvelle formule de Café des Hommes. Difficile de commencer une émission sur le suicide sans aborder le livre du sociologue Émile Durkheim sur la question, paru en 1897 et aujourd'hui encore considéré comme un classique de la sociologie. Dans ce pavé de presque 500 pages, Durkheim se livre à une étude minutieuse, clinique, de toutes les formes de suicide qu'il classe finalement en 3 grandes catégories: suicide égoïste, suicide altruiste et suicide anomique. Le premier est un suicide de la personne qui se sent seule, typiquement le suicide d'un homme qui aurait perdu sa femme. Le second est un suicide de celui qui a trop de devoirs envers le reste de la société, comme ce serait le cas par exemple pour un militaire ou un policier. Le troisième est un suicide de nihiliste, de celui qui n'a pas de raison d'être, qui ne comprend pas le sens de son existence. Le livre de 1897 propose une analyse complète des statistiques liées au suicide de l'époque, pour déterminer si la météo, le mois de l'année, le statut marital, la consommation d'alcool, la profession, la taille de la famille, le niveau de richesse, la religion et de nombreux autres paramètres ont un effet sur le suicide. On ne pourrait probablement pas exploiter la masse complète de ces informations sans y passer plusieurs heures. Déjà à l'époque, Durkheim constatait que l'homme et la femme avaient des taux de suicide légèrement différents, que ce soit en asile psychiatrique, dans le cadre du mariage ou du divorce. Et c'est la question qui va nous intéresser ce soir. À vrai dire, Durkheim n'en donne pas une justification véritablement convaincante. Je vous laisse par exemple écouter cet extrait trouvé en page 404 de l'ouvrage. Il y a d'abord l'influence semblable que le sexe exercerait sur le suicide et sur l'homicide. À parler exactement, cette différence du sexe est beaucoup plus un effet de cause sociale que de cause organique. Ce n'est pas parce que la femme diffère physiologiquement de l'homme qu'elle se tue moins ou qu'elle tue moins. C'est qu'elle ne participe pas de la même manière à la vie collective. Mais de plus, il s'en faut que la femme ait le même éloignement pour ces 2 formes de l'immoralité. On oublie en effet qu'il y a des meurtres dont elle a le monopole, ce sont les infanticides, les avortements et les empoisonnements. Toutes les fois que l'homicide est à sa portée, elle le commet aussi ou plus fréquemment que l'homme. D'après Oettingen, la moitié des meurtres domestiques lui seraient imputables.
Rien n'autorise donc à supposer qu'elle ait, en vertu de sa constitution congénitale, un plus grand respect pour la vie d'autrui. Ce sont seulement les occasions qui lui manquent, parce qu'elle est moins fortement engagée dans la mêlée de la vie. Les causes qui poussent au crime de sang agissent moins sur elle que sur l'homme, parce qu'elle se tient davantage en dehors de leur sphère d'influence. C'est pour la même raison qu'elle est moins exposée aux morts accidentelles. Sur 100 décès de ce genre, 20 seulement sont féminins. Le travail sociologique a continué depuis Durkheim et on pourra conseiller la lecture d'un ouvrage de 2006, Suicide, l'envers de notre monde, écrit par Christian Baudelot et Roger Establé. J'en profite pour saluer amicalement l'auditeur qui me l'a suggéré, il saura se reconnaître. Les auteurs clarifient dans ce livre certains des points faits par Durkheim, notamment l'idée que la pauvreté protégerait du suicide, chose qui était vraie au sortir de la révolution industrielle, mais ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la richesse qui protège du suicide. Le duo de sociologues s'attarde aussi sur la question du sexe et établit de manière définitive que ce n'est pas une cause en soi. Selon eux, il n'y aurait pas chez l'homme une plus grande attirance pour le suicide que chez la femme, mais l'homme accorde plus d'importance à son emploi et à sa position sociale, et donc le suicide de l'homme serait d'origine sociale. Si les hommes se suicident plus que les femmes, ce n'est donc pas une tare congénitale liée à la masculinité, ce qui nous apporte un petit peu d'optimisme pour trouver des solutions. Alors, où en est le suicide en France aujourd'hui ? Eh bien, en France, le suicide est une cause importante de mortalité. Un peu moins de 10 000 personnes meurent de suicide tous les ans, dont les 3/4 sont des hommes. Le chiffre est en légère baisse depuis une dizaine d'années. Le suicide a été identifié comme une priorité pour la santé publique depuis 1996 et un observatoire sur le suicide a été créé il y a quelques années, ce qui a pu aider. Il faut savoir aussi, et Durkheim le pointait déjà du doigt à l'époque, que les crises économiques sont facteurs de suicide et que la fin de la crise de 2008 a pu aider à faire baisser les taux de suicide. Le suicide est la 15e cause de mortalité en France, bien plus importante que les accidents de la route. On parle d'une trentaine de décès par jour. Chez les 25-34 ans, c'est d'ailleurs la première cause de mortalité. Globalement, le taux de suicide augmente avec l'âge jusqu'à peu près la quarantaine avant de redescendre et de remonter au-delà de 70 ans. 4% de la population a des idées suicidaires au cours de la dernière année, et certaines populations sont plus à risque que d'autres. Les hommes sont plus concernés que les femmes, ça on l'a déjà dit, mais à l'intérieur même de ces hommes, il faut savoir que les homosexuels, par exemple, ont 7 fois plus de taux de suicide que les hétérosexuels. Un quart des adolescents qui tentent de se suicider sont homosexuels. Certaines régions sont plus concernées que d'autres. En France, c'est en Bretagne et dans le nord de la France qu'on se suicide le plus, environ 4 fois plus qu'en Corse par exemple. L'isolement dans ces régions est l'une des premières raisons citées. Enfin, toutes les professions ne sont pas égales face au suicide. Les fonctionnaires ont des taux de suicide élevés, notamment dans le domaine de la santé, de l'enseignement et de la police. Les agriculteurs sont aussi très touchés par le suicide, presque 4 fois plus que les professions libérales. Un autre phénomène curieux, sur lequel je pense Alexis va se pencher plus longuement que moi, les femmes ont des tentatives de suicide plus importantes en quantité que les hommes, mais ne constituent qu'un quart des victimes de suicide. Une possible explication à ce paradoxe apparent, c'est le choix de la méthode de suicide. Les femmes utilisent surtout des méthodes douces, si on peut se permettre ce terme, notamment médicamenteuses, alors que les hommes sont adeptes de méthodes plus violentes, comme la pendaison ou les armes à feu, dans cet ordre. Vous trouverez en description d'ailleurs des liens vers quelques données complémentaires sur le sujet du suicide. Alors, qui s'occupe du suicide en France ? Depuis 2013, nous avons la chance d'avoir un observatoire national du suicide qui publie des rapports réguliers. Cela nous a permis, par exemple, de répertorier plus de 60 associations qui s'occupent du suicide. Cependant, la plupart sont créées sur de bonnes intentions, mais n'ont pas beaucoup d'actions pratiques. Parmi les meilleurs, on trouve SOS Amitié, association la plus grande, avec 1600 bénévoles écoutants, qui publie un diaporama intéressant sur le nombre d'appels ou les causes des appels. Je vous le mettrai en description. C'est la nuit qu'il y a le plus d'appels, c'est la nuit aussi que les appels durent le plus longtemps, 21 minutes contre 17 minutes le jour. Ils ne peuvent malheureusement répondre qu'à un appel sur 3 parce qu'ils ont besoin de plus de bénévoles, donc si vous voulez vous porter candidat, n'hésitez pas, c'est le moment. Il y a d'autres associations, l'UNPS, Suicide Écoute, Suicide Phoenix et de nombreuses autres. Cependant, peu de ces rapports développent suffisamment le fait que 3 fois plus d'hommes meurent du suicide tous les ans. Pour des lignes d'écoute, qui ce sont majoritairement des femmes qui appellent, et cela donne un tournant intéressant à la chose, à cause du nombre d'appels supérieur
venant de femmes, ces associations qui traitent le suicide comme un problème non genré, finissent par aider les femmes plus que les hommes, alors que les hommes sont les principales victimes du suicide. Et pour finir, au-delà des associations, il faut aussi bien sûr mentionner les psychologues, SOS médecins et les hôpitaux qui font tous un travail important pour la cause. Et le suicide en France, donc c'est un vrai problème, mais il y a des infrastructures qui existent déjà et qui malheureusement ont besoin de plus d'investissement au niveau des moyens humains et financiers. Voilà pour ma petite chronique d'introduction, messieurs, qui a été fort longue. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet, sinon peut-être Alexis, tu peux nous parler un petit peu plus du cas du suicide à l'étranger aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais le placer. En fait, j'ai regardé la carte du monde de l'Organisation mondiale de la santé, et il y a un truc qui est très frappant sur cette carte du monde. D'abord, c'est la Russie, qui est toute noire, c'est-à-dire qu'il se suicide beaucoup en Russie. Mais c'est aussi qu'on peut tirer... il y a des pays qui se suicident peu. C'est-à-dire on peut tirer un trait qui va du Maroc jusqu'au Pakistan, qui passe par tous les pays arabes, et ils se suicident très peu par rapport aux autres pays. Ils sont en jaune clair sur cette carte. Et je trouve ça passionnant parce que ça ouvre deux problèmes en fait. D'abord, est-ce qu'on rapporte correctement les chiffres ? Alors peut-être que là-bas, pour des questions de fierté par exemple, on pourrait ne pas dire que les gens se sont suicidés. Ou alors est-ce que la religion musulmane permet de moins se suicider au niveau des hommes ? Parce que c'est quand même assez frappant que ce soit tous ces pays-là qui se suicident moins. Ou est-ce que les chiffres sont correctement rapportés à l'échelle nationale ? Parce que l'un des problèmes qu'on avait en France, c'était que jusqu'à 2013 en tout cas, c'est que c'était pas marqué suicide sur le certificat de décès. Alors du coup, pour les répertorier, on avait beaucoup de mal. Donc depuis que l'Observatoire du suicide a fait quelques actions, du coup maintenant c'est inscrit suicide ou pas. Mais on a des exemples comme aux États-Unis, par exemple pour toucher l'assurance vie, il faut que la personne soit morte par accident. Donc l'homme va faire semblant qu'il a dérapé d'une falaise et il va maquiller ça pour éviter que ça apparaisse comme un suicide. Donc même quand le reporting sur le suicide est bien fait, on n'a pas forcément l'entièreté de la vérité sur le suicide. Donc voilà. Mais même si au c'est un niveau de la problème définition reporting, du suicide, Alexis, ça fait partie des choses qui sont intéressantes, même dans le livre de Durkheim. Il se pose la question au début de savoir comment définir le suicide, parce qu'il dit un militaire qui décide d'aller se mettre en première ligne dans une position dangereuse et qui prend un risque inconsidéré, est-ce que finalement il se suicide pas ? Donc la définition même du suicide est assez délicate, quoi. C'est pas forcément un type qui laisse un petit mot pour dire je me suis suicidé et qui a décidé de se suicider par pendaison, hein. Ça peut prendre beaucoup de formes. Et je voulais rebondir par rapport à la variable culturelle que tu essaies de mettre en avant, Alexis, dans ces pays donc arabo-musulmans, pour dire large. Le problème de cette variable-là, c'est que en fait, dans la religion musulmane, comme d'ailleurs dans le judaïsme et le christianisme, le suicide est véritablement un péché capital en fait. Donc, comment dire, ça serait logique que l'on essaye de dissimuler des suicides réels, parce que je pense qu'il y a même des problèmes tout simplement pratiques. Je le sais parce que en Roumanie, si quelqu'un se suicide, même en Roumanie, donc dans le cadre de l'orthodoxie, normalement l'Église ne laisse pas la famille enterrer la personne religieusement dans un cimetière normal, parce que voilà, comme c'est un péché capital et qu'ils sont assez stricts encore en Roumanie sur ce sujet-là, on ne laissera pas donc la famille enterrer religieusement le suicidé. Et je pense que en islam, il se peut que ce soit aussi le cas, que du coup, les proches essayent donc de maquiller ce qui s'est passé en forme d'accident aussi. Et parce qu'il y aurait comme une sorte aussi de honte qui s'abattrait sur l'ensemble de la famille si une personne se suicidait aussi. Il ne faut pas oublier cet impact obligatoire en fait d'un tel acte, en fait, parce que le suicide, il a comme le montrent toutes ces études, c'est que cela a un impact majeur sur un très grand nombre de personnes proches donc de la personne qui commet cet acte irréparable. Oui, effectivement. Par contre, en Russie, on voit qu'il y a beaucoup de taux de suicide pour les hommes, donc les chiffres sont probablement correctement rapportés en Russie, alors qu'ils sont orthodoxes. Donc, tous ces paradoxes-là, mais ça peut être une évolution culturelle de chaque pays, effectivement. Ouais. Oui, je ne peux pas me prononcer pour les Russes, je ne sais pas. Je vais passer à ma chronique. Le suicide, cette épine dans le pied des féministes. C'est le titre de ma chronique. Pour cette chronique, donc, j'ai laissé le soin de traiter les sujets sérieux de pourquoi un homme se suicide ou comment le traiter à mes comparses, et je vais m'occuper de la façon dont les féministes réécrivent l'histoire à propos du suicide. Les féministes réécrivent l'histoire, ça tout le monde le sait.
Elles vous mentionneront par exemple qu'il a fallu attendre 1944 pour qu'elles obtiennent le droit de vote, oubliant malencontreusement de mentionner qu'il a fallu attendre 1957 pour que les hommes soient inclus à la Convention contre le travail forcé à l'ONU. En effet, si la Convention date de 1930 sur le travail forcé, l'article 11 de cette Convention excluait à l'époque les hommes de 18 à 45 ans en capacité de travailler. Donc seuls étaient protégés les femmes, les enfants et les vieux. Donc il était parfaitement légal, pour Hitler par exemple, de réduire les hommes en esclavage à travers le STO jusqu'en 1957, selon l'ONU, ou l'équivalent de l'époque. Mais donc la réécriture de l'histoire ne s'arrête pas là. Le suicide, c'est une épine dans le pied majeure pour les féministes. Le suicide tue 20 fois plus de femmes que les violences conjugales, même si on ne prend en compte que les femmes. Si elles devaient mettre en priorité, si elles devaient mettre des priorités sur le nombre de femmes qu'elles peuvent sauver, elles classeraient les problèmes par nombre de décès féminins, et elles s'apercevraient qu'il est 20 fois plus urgent de traiter le suicide que tous les autres problèmes relationnels réunis. De même, si le principe des féministes était de réduire les inégalités, alors elles ne se battraient pas pour les inégalités de salaire, qui concernent en premier des femmes bien insérées dans la vie, avec une inégalité de 12% selon leurs chiffres. Le suicide, lui, comporte une différence de 300% entre les genres, suivant le genre. Donc c'est un peu plus grave que 12%. S'il s'agissait de réduire donc les inégalités, le suicide serait l'axe de travail numéro 1 du ministère. Mais voilà, le suicide tue des hommes, et ce sont des hommes. Donc comment fait-on pour maquiller un problème qui tue plus que les accidents de la route, avec 2500 décès rien que de femmes, et 10 000 décès en tout par an? Pour maquiller cette inégalité flagrante, d'abord elles prétendent que ce n'est pas dû à une inégalité. Le suicide, selon les féministes qui viennent régulièrement nous expliquer la vie sur nos pages, sur nos chaînes YouTube, etc., le suicide ne serait pas dû à l'oppression patriarcale. Le quadragénaire qui se suicide parce qu'il a contracté un emprunt qu'il ne peut pas rembourser, c'est de sa faute, selon elle. Je les approuve sur ce point-là, c'est littéralement de sa faute, au sens légal le plus strict. Oui, mais est-ce que c'est vraiment de sa faute ? Les femmes l'ignorent, mais séduire nécessite souvent d'acheter un appartement. Et à toutes celles qui viendront me donner des contre-exemples, je leur dirai que j'ai déjà expliqué ce phénomène dans ma vidéo « Les filles, vous êtes belles ». Le féminisme a réussi à diminuer les attentes sociales envers les femmes, mais les femmes attendent toujours la même chose qu'avant des hommes. De l'engagement, de la richesse, de ne pas faire trop de cas de leurs problèmes. Voilà, ce sont les femmes qui n'ont pas évolué sur ce thème des emprunts pour les maisons. Deuxième chose, est-ce que la faute d'un homme de ne pas avoir réussi à rembourser un emprunt est vraiment de sa faute? Les féministes excluent les hommes du travail, que ce soit avec des plans pour promouvoir les femmes ou avec des fausses accusations envers les hommes, qui touchent 100 à 250 profs par an dans l'éducation nationale. Peut-on reprocher à un homme de ne pas avoir gardé son travail à l'heure où on fait la chasse aux mâles blancs, pour reprendre l'expression de Macron, comme si c'était acceptable de parler de femelles et de mâles. Voilà. Définitivement, l'homme n'est plus mis en capacité de fournir pour sa famille, mais d'un autre côté, les femmes n'ont pas changé, elles attendent toujours de l'homme qu'il justifie sa présence au sein du foyer. Donc le suicide ne serait pas dû à une inégalité selon les féministes. Ou peut-être que si, mais dans ce cas, c'est parce qu'ils ne savent pas exprimer leurs émotions. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les féministes ne sont pas très fortes en sciences. Il manque notamment dans cette affirmation la preuve qu'il y a un lien entre montrer ses émotions et avoir les problèmes qui sont résolus. Quiconque a essayé de pleurer auprès de son banquier pour demander un prêt connaît déjà la réponse. Mais c'est pire que ça. Les femmes sont fréquemment insensibles aux pleurs des hommes. Elles s'en fichent. Quand on leur explique une situation grave, elles détournent les yeux, assez souvent. C'est pas toutes, mais elles détournent les yeux, et quand on a des problèmes graves, plus nos problèmes sont graves, plus elles détournent les yeux. Quand on leur parle du suicide des hommes, elles nous traitent même de pleureuses. Selon SOS Papa, c'est 1200 pères, soit à peu près 15% des suicides, qui se suicident l'année du divorce. Ça fait 40 ans que c'est le cas. Ça fait 40 ans qu'on pleure nos morts et on n'a toujours pas de justice devant les tribunaux où les 2/3 des juges sont des femmes. Donc nous savons très bien exprimer nos émotions. Nous les exprimons sous diverses formes, mais souvent en souscrivant à des associations ou alors Nous savons juste que nous n'obtenons pas gain de cause en pleurant, contrairement aux femmes. Et en nous disant que exprimer nos émotions permettrait d'obtenir gain de cause, les féministes montrent leur solipsisme, leur gynocentrisme. Elles montrent à quel point elles ignorent qu'elles sont privilégiées. Les femmes montrent qu'elles ignorent à quel point leurs pleurs sont écoutés par les hommes. Et elles montrent à quel point elles nous méprisent à travers ça. Mais elles répètent fièrement leur découverte. Elles diront « Je sais pourquoi, c'est parce que les hommes ne savent pas exprimer leurs émotions », avec une grande fierté.
On leur met des bonbons dans la bouche et elles les répètent sans passer par la case cerveau, et ça cause 7500 morts d'hommes par an. Quel autre moyen les féministes utilisent-elles pour maquiller, pour cacher les morts du suicide ? Il y en a un moyen tout simple qu'on trouve dans les dossiers récents, c'est de compter le nombre de tentatives au lieu de compter le nombre de morts. Parce que pour les tentatives, là, les femmes sont fortes. On compte des tentatives par centaines de milliers. Et elles tentent 3 fois plus que les hommes. Alors, j'ai pas exactement les mêmes chiffres que Moss, mais ça dépend des études, etc. Moi, j'ai retenu 3 fois plus de tentatives, 3 fois moins de morts réelles. C'est donc la preuve, selon elle, que les femmes sont les premières victimes du suicide, et la presse rechante en chœur ce refrain, au point que même les psychologues sont persuadés que le suicide est majoritairement un problème de femmes. Oui, mais si les femmes tentent 3 fois plus et meurent 3 fois moins, un peu moins que 3 fois moins et un peu plus que 3 fois plus, ça veut dire qu'elles réussissent leur suicide 10 fois moins souvent que les hommes. Les mauvaises langues diront encore quelque chose qu'elles réussissent moins bien. Blague à part, parce qu'il faut être plus sérieux que ça, on ne peut pas ignorer un tel écart. 10 fois plus, ceux qui veulent se suicider le font vraiment. Encore une fois, les hommes n'ont pas de tissu social, ils n'ont pas la solidarité féminine, et quand ils pleurent, on ne les écoute pas. Et c'est pas seulement le patriarcat qui ne les écoute pas, ce sont toute la société, y compris les femmes. Donc quand ils se tuent, ils se tuent. Quand on se coupe au niveau du poignet, au lieu de viser la gorge, dans le mauvais sens en plus, dans le sens perpendiculaire, etc., et avec des rasoirs 5 lames gilettes prévus pour ne pas irriter la peau, je suis désolé, mais je compterais ce genre d'acte comme un appel à l'aide. Il nécessite évidemment une hospitalisation, c'est extrêmement important de le prendre au sérieux, parce que déjà il faut soigner la main, il faut administrer des antidépresseurs, et il faut prendre la tentative au sérieux, c'est-à-dire fournir un psy, etc. Mais c'est le genre de choses qui rentrent dans les statistiques. Mais donc, encore une fois, pour gonfler les statistiques, on définit le périmètre de l'étude autour de ce qui touche principalement les femmes. Et donc, dans toutes les études, vous retrouverez l'expression « le nombre de tentatives de suicide ». Mais maintenant, comme Moss l'a raconté, je vous présente d'autres cas qui ne rentrent pas dans les statistiques du suicide. L'homme qui décide de présenter des vidéos sur le féminisme et d'exposer sa tête en public, est-ce que c'est un suicide ? Professionnellement, oui, c'est certain que c'est un suicide. Il s'expose, il sait qu'il peut faire l'objet de vengeance, mais il le fait parce qu'il n'a rien à perdre. C'est la même chose pour l'homme qui deal de la drogue, la même chose pour celui qui va braquer une banque. Il sait qu'il risque tout. Mais il risque tout parce qu'il n'a plus rien à perdre. Le suicide, il était là bien avant. Et aux États-Unis, on appelle ça un suicide by cop. Il y a plusieurs façons de faire du suicide. Les gens qui s'engagent dans la vente d'armes, ou alors les gens qui deviennent militaires. Est-ce que c'est pas une forme de suicide ? Donc voilà, si on devait compter les tentatives de suicide totales, il faudrait au moins faire l'effort d'intégrer tout ce qu'un homme fait quand il n'a plus rien à perdre. Et ça commence souvent autour de 20 ans pour les hommes, parce qu'à 20 ans, on n'a plus rien à perdre. Et si on ne s'illustre pas auprès des femmes en nous rendant utiles du monde, eh bien beaucoup de femmes ne nous voient pas. Donc voilà la vérité. Les hommes entreprennent parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils deviennent riches parce qu'ils mettent leur corps sur la ligne. Et tout ça pourquoi ? Eh bien, pour que vous nous regardiez. Mais non, les féministes, pour expliquer pourquoi les femmes meurent 10 fois moins souvent de leurs tentatives, elles invoqueront que les hommes utilisent des moyens plus violents pour se suicider. Elles diront « les hommes utilisent des armes à feu ». Moi, personnellement, je ne sais pas comment me procurer une arme à feu. Donc, à mon avis, cette histoire d'arme à feu, c'est quelque chose qui vient des États-Unis et c'est un argument qui est rapporté parce qu'on internationalise les débats et la forme de militance. Donc, l'objectif, comme toujours avec le féminisme, c'est de présenter les hommes comme violents. Ils meurent parce qu'ils sont violents, c'est donc de leur propre faute. Il n'y a rien besoin de faire du coup, et Marlène Schiappa s'en va avec 10 000 morts sur les bras en se lavant les mains, en disant c'est pas ma faute, c'est pas une inégalité, c'est pas mon travail, les hommes n'ont qu'à exprimer leurs émotions, et toute drapée d'une grande toche blanche qui préfère se consacrer aux violences contre les femmes, qui causent 134 femmes qui meurent sous les coups de leur mari, ce qui est grave aussi, mais qui est un petit peu inférieur à 10 000. Voilà. 134 femmes, c'est en augmentation pour la 3e année de suite, c'est un peu l'ironie maximale de l'idéologie Schiappa qui tape à côté des problèmes et ignore les vrais morts en fait. Voilà. Donc l'État, il est vrai, s'occupe un petit peu du suicide. On l'a raconté, on a créé l'Observatoire national du suicide en 2013. Là, ils en sont à leur second rapport, je crois, en 2016, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Pour moi, c'est un grand copier-coller de tout ce qu'on sait déjà en fait. C'est un peu histoire de dire qu'on a déjà fait quelque chose. Et aussi, en lisant le projet de loi finance jaune, j'ai pu démontrer qu'il y avait 487 000 € dédiés aux associations contre le suicide. Oui, mais voilà, on a augmenté à 530 millions d'euros le grand plan interministériel de la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Et le suicide n'en fait pas partie. Donc,
487 000 euros contre 530 millions d'euros, c'est 1080 fois plus pour l'idéologie féministe, pour des problèmes qui tuent 60 fois moins et qui sont en augmentation. Voilà. Ensuite, une note intéressante juste pour finir, c'est que l'humain est étonnamment résistant au suicide. À travers l'histoire de l'humanité, on peut remarquer qu'on peut soumettre les humains à des situations horribles sans qu'ils se précipitent plus que ça vers le suicide. Même sous les pires régimes, même la plupart des gens, en fait, même quand ils sont ciblés, même quand ils étaient affamés ou condamnés au travail forcé, ils ne se suicident pas. Ou bien alors ils tentent un acte de bravoure en essayant de sauver un collègue, en faisant un suicide, mais en se mettant, en se rendant utile. Et c'est probablement comme ça que l'Holocauste a tué 2 fois plus d'hommes que de femmes. Oui, vous m'avez bien entendu, l'Holocauste c'est 6 millions de personnes, incluant 2 millions de femmes, 4 millions d'hommes. Je me demande d'ailleurs si les féministes nous diront, comme elles le disent pour le soldat inconnu dans la guerre de 14, qui n'a pas pu servir parce qu'on ne lui a pas donné l'occasion de servir, enfin, dont la femme n'a pas pu servir parce qu'on ne lui a pas donné l'occasion de servir. Je me demande si les féministes nous diront que les femmes n'ont pas eu l'occasion de participer à l'Holocauste. Encore une marque d'oppression masculine. Donc les féministes réécriront l'histoire, que ça vous plaise ou non. Et là, Radu, je te passe la parole. Merci beaucoup, Alexis et Moss, pour cette présentation très éclairante et ces chiffres quand même qui se font froid dans le dos. Et effectivement, je ne connaissais pas ce chiffre, donc ce budget faramineux pour lutter contre les inégalités hommes-femmes, alors qu'on ne fait rien véritablement pour contrer le suicide, que ce soit le suicide des femmes ou celui des hommes. Ça, c'est scandaleux, je trouve. Je pense que c'est le chiffre à retenir de cette présentation, parce que c'est quand même quelque chose d'absolument ignoble. Et alors, ce que je trouve intéressant, ce que tu soulignes, Alexis, c'est que effectivement, il y a dans les causes du suicide masculin, les femmes sont toujours présentes. C'est parce que l'homme, effectivement, il se définit malheureusement un peu trop souvent par rapport à la femme, comme tu l'as dit toi-même. Enfin, c'est-à-dire que dans bon, je pense que c'est un thème qui traîne beaucoup dans la société, dans la landrosphère, dont on reparlera peut-être, mais ce que tu as souligné, c'est finalement les effets de l'hypergamie, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ouais. C'est-à-dire, parce que tu pourrais développer un peu plus, parce que je pense que nos auditeurs... Oui, les auditeurs ne connaissent pas forcément. À vrai dire, j'irais quasiment pas à développer l'hypergamie. En fait, les femmes ont de quoi faire des bébés dans leur ventre, donc elles ont une justification biologique à leur présence. À la limite, une femme qui ne s'illustre pas dans la vie civile, etc., pourra quand même se reproduire et comment dire, de manière darwinienne, quoi. Les femmes ont survécu rien que par leur capacité biologique, quoi, à se reproduire. Les hommes, par contre, pour avoir le droit de rester autour d'une femme et le droit d'être père, en fait, il faut qu'ils s'illustrent, donc qu'ils attirent une fille, et c'est notamment en étant capable d'assurer pour le foyer. Donc pour l'homme, comment dire, il y a encore 3/4 des mariages aujourd'hui où l'homme est plus riche que la femme, et parce que c'est plus utile pour un homme de savoir montrer qu'il peut acheter une maison, qu'il est capable d'héberger la femme et donc de s'en charger. De pouvoir à ses besoins, tu veux dire. Mais vas-y, Radu, explique à ta façon. Non, c'est-à-dire oui, ça m'évoque les études qui montrent qu'il y aurait 2 fois plus de femmes qui se seraient reproduites dans l'histoire de l'humanité que d'hommes, en fait. Oui. Tu penses à ça, n'est-ce pas? Elles sont vraies, ces études, hein, c'est bien ça. Oui, c'est-à-dire, faudrait retrouver exactement la référence, mais il y a des études génétiques, pour le coup, qui montrent que l'on aurait 2 fois plus d'ancêtres femmes que d'ancêtres masculins. C'est-à-dire que, parce que la même femme avait environ plusieurs enfants avec des mâles différents, mais en fait, elles se reproduisaient plus, en fait, que... Elles ont le choix de se reproduire, effectivement, ou en tout cas c'est biologique, ce choix-là, tandis que les hommes, il faut acquérir un talent pour séduire une femme. Et donc, soit on séduit en étant un bad boy, soit on séduit en s'illustrant par l'intelligence et sa place en entreprise, mais il faut qu'on se développe pour séduire. Oui. Donc c'est une inégalité naturelle, en quelque sorte. Et c'est la femme qui a en quelque sorte un avantage au départ, contrairement à ce que disent les féministes. Donc. C'est vrai. Oui, elle a une justification, qu'elle soit... j'allais dire qu'elle soit intelligente ou pas, parce que en fait, beaucoup d'hommes n'hésiteraient pas à prendre une femme qui n'a pas de métier spécial, etc., ou même une femme qui a l'air un peu stupide. Je pense qu'elle peut trouver un copain qui aura envie de l'aider, en fait, de fournir pour elle
rien que pour sa beauté, sa capacité à se reproduire, sa capacité à faire des enfants, etc. Donc pour moi, il y a elles ont une justification biologique en elles, alors que les hommes sont obligés c'est vital pour les hommes, disons, de s'illustrer dans la société, parce que sinon on ne trouve pas en fait de copines. Et donc voilà. Donc en fait, ce que ne comprennent pas les féministes au niveau du travail, c'est que pour elles, si elles trouvent pas de travail, elles peuvent potentiellement avoir la deuxième option, disons, de trouver un copain qui fournit. Les hommes, ils n'ont pas ce choix-là. On est vraiment obligé de réussir au travail. Et donc, quand on nous retire le travail, on nous retire notre justification d'exister sur Terre, quoi. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis partiellement d'accord. Oui, je suis d'accord avec ça. Je nuancerai dans ma chronique, justement. Tiens, c'est parce que c'est... Oui, je vais nuancer, d'ailleurs. Enfin, je vais nuancer. Bah, je pense justement, Radu, que tu peux y aller avec ta chronique, parce que on peut faire la transition de un petit peu ces chiffres, de cet état des lieux qu'on a déjà fait, vers les causes du suicide. Et parce que je crois qu'on a vraiment mis en place cette transition. Donc vas-y, Radu, si tu veux. Le suicide d'un homme est un drame particulièrement significatif pour le mouvement masculiniste. Pourquoi un homme s'est-il suicidé ? Pourquoi un homme pense-t-il au suicide ? La pilule rouge, c'est-à-dire la vérité sur la dynamique des relations entre les hommes et les femmes, peut répondre partiellement à cette question. Et la pilule rouge peut prévenir le suicide, la pilule rouge peut sauver des vies, puisque une bonne moitié des suicides sont dus à des raisons familiales et sentimentales. Cette vérité amère, la pilule rouge, peut sauver des vies car ce n'est pas une vieille conception ancestrale qu'on aurait provisoirement oubliée qu'il suffirait de rappeler en 2 minutes. La pilule rouge ne se résume pas au fait de savoir que les femmes aiment les vainqueurs et que pour être un vainqueur, on n'a qu'à s'endurcir, pratiquer des sports de combat et relire Épictète, Marc Aurèle et Schopenhauer. Pour arriver à la conclusion que la vie est dure et qu'il faut se battre, ou que les femmes sont des salopes, ou que les femmes veulent du fric, on n'a pas besoin de tartiner des pages sur la mythologie, convoquer Socrate et Jésus, Mahomet ou Confucius. Au PMU du coin, n'importe quel pochard vous dira la même chose, sans même que vous lui payiez un bon verre de rouge qui tâche. Ces poncifs n'ont sauvé la vie de personne. Ces platitudes n'ont jamais consolé un homme souffrant. Et pour cause. Un homme peut devenir suicidaire à la suite d'une rupture amoureuse ou d'un divorce parce qu'on lui a menti sur le fonctionnement des femmes. C'est là où cet homme a besoin d'urgence de la pilule rouge. Le drame que vit cet homme est souvent celui-ci. Selon les critères de la société, il est un vainqueur. Mais malgré tous les efforts et tous ses sacrifices, sa femme le trompe et le quitte. Il tombe de haut précisément parce qu'il a suivi exactement cette philosophie de comptoir. Il a eu une carrière éclatante, il s'est dévoué à sa femme et ses enfants, il a ramené de l'argent, il s'est sacrifié, et qu'en échange, en fait, il n'a récolté que plusieurs paires de cornes. Bien sûr qu'il savait que les femmes aiment les vainqueurs, bien sûr qu'il savait qu'elles appréciaient les mecs avec une situation. C'est pour ça qu'il avait planifié sa vie, en fait, pour correspondre exactement à cet idéal. Mais alors, pourquoi est-elle partie ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Voilà ce que demande cet homme constamment. Et il n'arrive pas à trouver la réponse à cette question, vitale pour lui, pour qu'il continue sa vie. C'est par exemple ce qu'on n'a pas compris, le malheureux Anthony Bourdain, le cuisinier star international qui s'est suicidé le 8 juin 2018, l'année dernière. Il venait de voir, dans la presse à scandale, comme vous le savez, les photos de celle qu'il avait pensé être la femme de sa vie, Asia Argento, une des égéries du MeToo mouvement, et qui était en compagnie de son nouvel amant, Hugo Clément. Et donc, quand Bourdain a vu ces photos, tout s'est effondré pour lui et il a ôté sa vie. Donc la première pollution mentale qui empêche un homme blessé de se ressaisir, c'est de croire en la réciprocité dans l'investissement émotionnel. Cette croyance est un dérivé du dogme qu'on lui a inculqué depuis tout petit, qui dit que les hommes et les femmes sont identiques alors que c'est faux. Donc de quoi s'agit-il ? Alors là je vais aller dans ton sens Alexis en fait. C'est que cet homme souffrant a cru que la femme qu'il aimait fonctionnait comme n'importe quel autre véritable ami homme. Il a cru que s'il faisait des choses pour elle, que s'il se sacrifiait, s'il trimait pour ramener de l'argent, s'il se comportait en bon mari, cette femme allait ressentir comme une sorte de dette morale envers lui. Car c'est comme cela qu'il réagirait si quelqu'un faisait autant de choses pour lui. Il se sentirait redevable. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi son ex-femme ne se sent absolument pas redevable pour tout ce qu'il a fait pour elle. Il le comprend d'autant moins qu'il avait choisi cette femme aussi pour son caractère, pas seulement pour son cul, il n'était pas si bête quand même.
Elle n'était pas comme les autres pétasses, elle avait des principes moraux qui semblent soudainement s'être évaporés. Or, ce que l'on apprend avec la pilule rouge, c'est que si elles ne se sont pas redevables, ce n'est pas parce qu'elle est devenue soudainement immorale. Si elle ne ressent aucune dette envers lui, c'est parce que, pour elle, c'était absolument normal qu'il fasse tous ces efforts. Tout simplement parce qu'elle est une femme. Exactement comme tu l'as dit, Alexis. Donc la femme sait depuis la puberté qu'elle est un objet précieux à protéger, parce qu'elle peut donner naissance aux enfants. C'est pourquoi toute marque de protection lui semble sincèrement indue. Il ne peut pas y avoir de réciprocité dans l'investissement émotionnel, parce que les femmes ont intrinsèquement de la valeur, comme tu le dis Alexis, elles le savent et se comportent en conséquence, alors que les hommes n'en ont pas, mais ils doivent toujours l'acquérir. Alors l'égalitarisme outrancier, l'idéologie qui veut dissimuler les différences réelles entre les hommes et les femmes, empêche cette prise de conscience. Et donc cet égalitarisme laisse l'homme rejeté devant une énigme incompréhensible. Pourquoi cette salope ne ressent aucun remords de me rejeter brutalement alors que j'ai payé ses études, j'ai pris soin de ses parents malades, je sais pas moi, j'ai payé pour ses frères et sœurs, je l'ai aidé à trouver un travail, etc., compléter la liste. Personne ne lui a dit, à ce pauvre homme, que tous ces investissements émotionnels, financiers, familiaux, etc., ne pèsent rien dans la balance de l'hypergamie de la femme. Si elle tombe sur ce qu'elle pense être un meilleur partenaire biologique avec lequel baiser ou refaire un couple, elle le suivra. Contre cette réalité biologique, il y avait jadis le mariage indissoluble et l'opprobre jeté sur les femmes divorcées. Maintenant, plus rien ne freine cette tendance. La deuxième difficulté à laquelle est confronté un homme rejeté, anéanti par une rupture ou un divorce, c'est de savoir pour qui continuer à vivre. Car depuis son enfance, cet homme a été élevé dans le culte de la femme et du couple, et il a sincèrement cru que le sens de sa vie était de rendre une femme heureuse et de se dévouer à elle et à ses enfants. Certes, il n'était pas con, il ne s'agissait pas de n'importe quelle femme, mais de la bonne. Mais quand justement la bonne, celle pour laquelle il avait planifié de vivre, est partie avec le jardinier, l'homme contemple sincèrement ce vide et se demande non pas pourquoi, mais pour qui vivre désormais. L'homme est naturellement idéaliste, il a besoin d'un grand but dans la vie pour se sentir vivant. Et si ce but, il l'avait défini comme étant le bonheur d'une femme, de la bonne femme, et que cela lui a été enlevé soudainement, il ne sait plus à qui faire offrande de ses efforts et du fruit de son travail. Tout ce qu'il avait fait jusqu'au moment de son divorce, tous ses efforts sont réduits à néant et ne comptent plus pour personne. C'est ici que se trouve le défi existentiel de l'homme anéanti. Se reconstruire avec un autre but que celui de rendre une femme heureuse. Renaître des cendres, non pas pour se jeter aux pieds d'une autre idole, mais pour arriver à donner un autre sens à sa vie, en dehors de l'adoration d'une femme. Et dans notre société, c'est extrêmement difficile car on baigne dans l'idée que rien d'autre que le bonheur des femmes et la protection de la famille ne peut constituer un but admirable pour un homme noble. Le suicide d'un homme, pour des motifs sentimentaux et relationnels, c'est en fait un meurtre. L'homme est dans la société, mais la société est aussi dans l'homme. Ou pour le dire avec les mots d'Émile Cioran, dont on va parler plus tard, ce n'est pas moi qui souffre dans le monde, c'est le monde qui souffre en moi. L'individu existe seulement dans la mesure dans laquelle il réunit les douleurs muettes des choses. Donc lorsqu'un homme se suicide, c'est un meurtre car c'est le bêta que la société l'a conditionné à être qui met à mort l'homme alpha qu'il pourrait devenir. C'est l'homme qui a toujours respecté les femmes, qui assassine l'homme qui saurait imposer le respect. C'est l'idéaliste qui a toujours cru que la femme était pareille à lui, qui a toujours été prompt à se moquer des machos, qui finit par tuer carrément le macho en lui-même. Pourtant, devenir macho, c'est-à-dire vivre désormais pour lui-même, aurait été sa seule option vitale. Mais comme personne ne lui a jamais appris à vivre pour lui, de façon autonome, un homme romantique ne sait souvent plus comment vivre tout court. Et il ôte sa vie. Ce qui est dommage, c'est que s'il prenait cette pilule rouge, il pourrait vraiment se transformer de telle manière qu'il arriverait à renouer avec les femmes sur de nouvelles bases, avec ses règles du jeu, avec ses garde-fous, enfin, ou devrais-je dire avec ses garde-folles, qui le prémuniraient contre de nouvelles déceptions. Il pourrait même être heureux en compagnie des femmes, sans être leur larbin. Il pourrait peut-être même refonder une famille sur la base des principes pilule rouge. Mais pour y arriver,
cet homme devrait faire passer par perte et profit son énorme investissement émotionnel dans un mode de vie et de pensée inadéquat, la pilule bleue. Pour le dire encore avec les mots d'Émile Cioran, j'ai le plus grand mépris pour ceux qui raillent le suicide par amour, car ils sont incapables de comprendre qu'un amour irréalisable représente pour l'amant une impossibilité de se définir, une perte intégrale de son être. Fondamentalement, la pilule rouge rappelle une chose simple. Cette vérité que le féminisme veut faire oublier, c'est que la relation entre l'homme et la femme est une relation de désir, et pour qu'il y ait du désir, on doit accepter d'être un objet du désir. Le féminisme propage une idée fausse, mortifère, puritaine et mensongère, qui est à la base de cette illusion appelée pilule bleue. Ce mensonge se résume à ce slogan répété à l'envi par les féministes. Les femmes ne sont pas des objets. Cette stupidité est la racine des aberrations féministes et des confusions des hommes. Les harpies et autres chiennes de garde avancent que ce serait dégradant de penser à une femme comme à un objet. Or, cette injonction plonge un homme dans la stupeur. Car il ne peut pas désirer un sujet, il désire toujours un objet. De plus, cela n'a rien de dégradant. Au contraire, c'est un privilège d'être traité comme un objet, comme tu le disais Alexis. Combien d'hommes ne voudraient pas être traités comme des objets? Car tous les jours, on prend soin des objets. On les protège, on les sécurise, on les met à l'abri ou en vitrine. Mais est-ce que quelqu'un se préoccupe des sujets? Justement, les hommes qui ne sont que des sujets. Non, personne n'a rien à faire des sujets. Personne ne protège un sujet. C'est le summum de l'hypocrisie de s'indigner que les hommes prennent les femmes pour des objets. Car c'est justement la force de la femme. Elle est un bel objet, fragile et fécond, dont la société prend constamment soin. Un grand écrivain avait déjà dénoncé cette hypocrisie. C'est Milan Kundera, dont je conseille l'œuvre complète en tant qu'antidote contre la pilule bleue. Dans le livre du rire et de l'oubli, Kundera écrit « Le regard de l'homme a déjà été souvent décrit. Il se pose froidement sur la femme, paraît-il, comme s'il la mesurait, la pesait, l'évaluait, la choisissait, autrement dit, comme s'il la changeait en chose. Ce que l'on sait moins, c'est que la femme n'est pas tout à fait désarmée contre ce regard. Si elle est changée en chose, elle observe donc l'homme avec le regard d'une chose. C'est comme si le marteau avait soudainement des yeux et C'est comme si le marteau avait soudainement des yeux et observait fixement le maçon qui s'en sert pour enfoncer le clou. Le maçon voit le regard mauvais du marteau. Il perd son assurance et se donne un coup sur le pouce. Le maçon est le maître du marteau. Pourtant, c'est le marteau qui a l'avantage sur le maçon, parce que l'outil sait exactement comment il doit être manié, tandis que celui qui le manie ne peut le savoir qu'à peu près. L'homme pilule bleue a cru stupidement ce mensonge et a voulu traiter les femmes uniquement comme des sujets, alors qu'elles gardaient simultanément sur lui leur pouvoir d'objet du désir. Et en s'interdisant de les voir comme des objets, en voulant les traiter exclusivement comme des sujets autonomes, égaux en droit et en devoir, il n'a jamais appris à s'occuper correctement d'elles en tant que chose, en tant que belle chose. Pour reprendre l'image de Kundera, l'homme pilule bleue est comme un maçon qui n'aurait même plus osé prendre le marteau en main, tant les regards du marteau étaient mauvais et l'intimidaient. Et alors le marteau est allé chercher de lui-même un autre maçon qui sache mieux le manier. Voilà comment la pilule rouge peut servir d'antidote au nihilisme et au suicide. C'est un retour à la matérialité, à la chair, au corps et au désir incarné. À la place des discours infinis tenus par les féministes sur l'égalité des droits, il faut réaffirmer que l'anatomie est un destin. Or, celui qui accepte le destin le porte, tandis que celui qui refuse le destin le traîne. Celles qui refusent d'être des objets, de beaux objets, fragiles et désirables, que les hommes les traitent exactement comme elles le souhaitent, comme de purs esprits désincarnés. On ne fait pas de brouette thaïlandaise avec un esprit. On ne protège pas un esprit, on ne tient pas la porte à un esprit, on n'a pas de tendresse envers un esprit. Pour les purs esprits, pour ces féministes désincarnées, il y a le spiritisme, les tables de Ouija et la horde de chats avec lesquels elles finiront leur vie de sujets autonomes. Les hommes veulent des femmes et les femmes veulent des hommes. C'est banal, mais c'est devenu révolutionnaire de dénoncer et de vivre selon cette évidence. Contre les féministes, restons avec entêtement à ce rat de pâquerette. Comme disait Cioran encore, l'amour est la rencontre entre deux salives.
Merci, effectivement, j'aurais précisé par rapport à cette chronique que tu as ciblé le suicide juste après la rupture amoureuse. Et effectivement, quand on a préparé cette émission, on a réfléchi à plusieurs formes de suicide et on a pensé à spécialement celle-là parce que c'est ceux-là qui vont prendre la pilule rouge. Mais comment dire il y a peut-être d'autres formes de suicide. Alors, je sais pas si le suicide de l'adolescent, par exemple, correspond aussi à cette chute de ses rêves. Est-ce que tu penses que ça correspond à ça ? Oui, je pense que c'est souvent le suicide d'adolescent. Alors, ça dépend, hein, mais souvent il y a une désillusion très difficile à avaler en fait aussi de la part de l'adolescent. C'est quand même, enfin, il y a oui, c'est pas tout à fait dans la même catégorie parce que l'adolescent n'a pas encore fait ses preuves, il ne s'est pas vraiment, enfin, attaqué au problème, il n'a pas essayé justement de devenir quelqu'un dans la société pour impressionner sa belle-aimée, sa bien-aimée, enfin en tout cas, mais je pense que quand même l'homme de 35-45 ans qui a fait tout un effort, enfin d'une vingtaine d'années pour voilà justement pour gagner contre l'hypergamie, on va dire comme ça. Là, lui, il chute vraiment de beaucoup plus haut que l'adolescent qui a investi, qui a, à mon avis, un autre problème, une autre illusion pilule bleue. Pour moi, l'adolescent, il y a une partie de son problème, c'est qu'il connaît pas le reste du monde. Il connaît que son école et c'est l'entièreté de son univers. Il sait pas trop aller au-delà. Alors avec Internet, ça commence à changer un peu. On a de la chance là-dessus. Mais quand l'entièreté de l'univers, c'est ses copains et que par exemple les copains le rejettent parce qu'il a pas encore les signes pour s'affirmer en tant que personne devant les copains et demander le respect qu'on doit à tout être humain. Et effectivement là, il peut avoir l'impression que c'est fichu pour lui. Donc c'est une forme de suicide, ouais. Mais j'appellerais pas ça pilule bleue parce qu'il a pas encore essayé l'amour pour le coup. Il a juste été frustré, mais disons même à 18 ans, je crois qu'il y a que la moitié des hommes qui ont déjà eu du sexe avec les filles, et c'est déjà impressionnant. Oui, je pense pas qu'il faille forcément résumer la chose à juste un problème d'histoire d'amour. Et effectivement, ce n'est qu'une partie des problématiques liées au suicide. Alors, j'ai mis en lien de cet audio, vous avez quelques chiffres sur le suicide, notamment vous avez un article du Monde, et dedans vous avez quelques raisons du suicide selon les discussions qui ont été faites avec des gens, notamment à SOS Amitié ou SOS Suicide. Et je crois que effectivement les problèmes de rupture ou de sentiments dans le couple ne sont qu'une fraction de l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a par exemple la maladie physique. C'est 50% d'après les statistiques qu'on avait vues. C'est quand même lié, d'après les raisons données, d'après ce qu'on avait vu, il y avait pour 50% des suicides, il y avait quand même des raisons familiales et ou sentimentales qui étaient invoquées. Oui. Non, mais de toute façon, enfin, en gros, l'isolement et la solitude, c'est à peu près, c'est entre 20 et 25%. Il y a la dépression qui vient ensuite avec entre 15 et 20%. La maladie qui vient après, à peu près 15%. Couple, sentiment, c'est un peu plus de 10%. Et un peu plus loin, il y a rupture qui concerne à peu près 7% de la population. Donc effectivement, il y a aussi difficultés relationnelles. En fait, il y a plusieurs sous-catégories à l'intérieur de ça. Donc si on agrège un petit peu tout ça, oui, effectivement, on doit arriver à peu près aux 50% que tu avais mentionné. Mais ce que je voulais dire, c'est que, à mon avis aussi, il faut être conscient que, en fonction des âges, les gens ne se suicident pas pour les mêmes raisons. Notamment, il y a un taux de suicide assez élevé à l'adolescence, de tentatives de suicide assez élevé à l'adolescence. On a constaté, notamment chez les filles, plus que chez les garçons. Et là, ça peut être éventuellement parce qu'il y a un mal-être, il y a un manque d'attention, un besoin d'attirer l'attention maternelle ou paternelle sur soi. Je pense que vers 40 à 55 ans, typiquement, on est sur des gens qui ont fraîchement divorcé, qui ont des problèmes relationnels, etc. Et à partir de 80 ans, il y a une sorte de remontée du taux de suicide aussi. Et là, pour le coup, je pense qu'on est plutôt sur des suicides dus à des maladies incurables ou des choses comme ça. Donc il y a plusieurs formes possibles de suicide et les suicides ne sont pas tous pour les mêmes raisons. Nous, on va essayer de se concentrer un petit peu sur le suicide dû à la rupture, parce que c'est probablement celui qui est le plus facile à traiter, mais il faut être conscient qu'il y a d'autres formes. Oui, voilà, c'est ça que je voulais préciser, c'était qu'effectivement, en préparant l'émission, on avait décidé de se concentrer là-dessus, c'est pour ça que Radu a fait sa chronique là-dessus. Mais oui, voilà,
C'est intéressant. Alors moi j'avais noté plusieurs choses. D'abord une anecdote, c'est que tu as noté macho. Comme macho, c'est l'homme qui fait attention à lui. C'est pas l'homme qui est ingrat avec les autres, c'est juste l'homme qui se met en priorité et c'était comme ça dans ton texte. Et je trouve que c'est une très belle définition parce que je n'irais pas inciter les gens à être macho dans le sens où dans le sens connard, mais c'est passionnant de voir qu'on attend des hommes qu'ils fassent attention aux femmes, attention aux objets dont tu parlais, et un homme qui cesse de faire attention à ces objets, c'est déjà un homme qui est vu comme étant en tort par la société. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai utilisé à escient ce terme de macho, parce qu'effectivement, de nos jours, c'est presque, on lève des louanges aux femmes, voilà, fières, indépendantes, célibataires, à 40, à 50 ans, peu importe, on tresse des lauriers à ces femmes-là. Par contre, un mec qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, n'a absolument pas l'intention de fonder une famille et qui vit pour lui-même, alors lui, il est censé être justement, enfin, il est stigmatisé, on considère que, oh, qu'est-ce que c'est un vieux garçon, il va finir tout seul, il y a des tas de discours culpabilisants à l'égard des hommes, alors que, et c'est très étrange, alors que symétriquement, en fait, on loue les femmes qui prennent exactement le même chemin de vie, et on considère que ce sont des femmes indépendantes, autonomes, etc. Donc il y a vraiment 2 poids 2 mesures, encore une fois, éclatant, quoi. Ouais, très, très intéressant. Sur le côté aussi virilisme, alors je pense à virilisme parce que je sais pas pourquoi je pense à Julien Rochdy, mais il y a beaucoup d'hommes qui incitent les hommes à être plus alpha, plus dominants, etc. De parler des suicides, c'est qu'on a justement un discours de il faut faire attention aux hommes, ils vivent des vraies choses en fait. Et c'est pas parce qu'ils sont en bas qu'ils sont faibles. En fait, même les hommes faibles vivent des choses difficiles et c'est dur d'être parmi les hommes performants, quoi. Donc, bon, évidemment, Radu, tu saurais aider les gens à se pousser, à s'étendre du côté alpha, mais effectivement, on essaie de faire attention à ces gens qui sont en bas de l'échelle, quoi. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement c'est ce passage, cette métamorphose, parce que je pense qu'il y a réellement une métamorphose entre, bon, si on parle d'alpha et de bêta, bon, par facilité, mais bon, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos que j'aime pas spécialement ces termes, ces qualifications à la Aldous Huxley, quoi. Donc, mais voilà, parce qu'on les utilise, etc. Donc c'est juste, moi je pense qu'il y a véritablement une métamorphose quand même. Il y a un passage où effectivement il y a une lutte intérieure. Il peut y avoir une lutte intérieure entre ce qu'on peut appeler le bêta et l'alpha. Il y a une lutte intérieure, à mon avis. Dans la vie d'un certain homme, il y a une lutte intérieure. Et parfois, et je crois qu'il y a des cas où, notamment dans le cas des suicides à 35 ans, à 40 ans, etc., où le bêta gagne et il tue. C'est-à-dire, enfin, il tue le mec. Enfin, et voilà. Et ça veut pas dire que, enfin, ça veut pas dire qu'on a été plus faible ou, enfin, voilà, l'issue de la lutte, l'issue du combat est incertaine pour chacun d'entre nous en quelque sorte. Mais je crois que comme personne ne valorise justement l'homme qui arrive à vivre pour lui, parce que pour moi c'est quand même ça, comment dire, la clé de la chose. Parce que la détresse psychologique, elle vient plus de la souffrance, de la culpabilité en fait. Donc quand un homme est complètement anéanti parce qu'il ne sait plus, parce qu'il n'a plus pour qui vivre, comme je l'ai dit dans ma chronique. Comme dans la société, il n'y a personne, il n'y a plus un modèle, enfin, il n'y a rien qui lui explique, mais en fait, non, mais attends, tu pourrais parfaitement t'en tirer en vivant pour toi-même, et ça serait louable, et c'est pas du tout un mauvais rôle, et c'est pas être un connard, et c'est pas être un salopard, que de vouloir... Bon, comme il n'a pas à quoi s'accrocher, bah, du coup, il sombre. Donc, Ouais. D'ailleurs, c'est un système, un truc que je ressens. Depuis que j'ai pris la pilule rouge, je supporte pas de pas me donner en couple, de pas être généreux dans un couple. Et vraiment, c'est notre identité d'homme de se donner en fait, d'être généreux, de faire du bénévolat, etc. Du coup, je fais du bénévolat en association. Là, j'étais à Paris récemment, etc. Enfin, et j'ai besoin constamment de me donner pour les autres. C'est notre devoir, mais c'est aussi on est forcé à ça, quoi. On peut pas résister sans se donner, quoi. D'accord, mais moi, je fais une très grande différence entre être généreux et être volé. Et quelqu'un qui profite de toi,
et c'est le cas quand je veux dire, quand tu investis 20 ans dans une relation et que la femme se barre avec les gosses et ton compte bancaire, t'as pas été généreux, on t'a volé, c'est pas la même chose. Tu vois, moi je suis je considère que je suis quelqu'un de généreux mais il faut faire la différence entre être généreux et être dévalisé. Oui, et la société maintenant valide le vol, effectivement, ce type de viol. Ouais. Aussi, un autre truc, c'est que donc on nous apprend à être très soft quand on est jeune, c'est à beaucoup respecter les femmes, voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, bon, c'est pas la meilleure façon de fonder un foyer ou d'acquérir une position dans la société, en fait. Et c'est effectivement, c'est ça la pilule rouge, c'est de s'apercevoir que tout ce qu'on nous a appris comme consigne féministe, de beaucoup respecter, de surtout jamais parler à une fille tant que c'est pas elle qui nous a donné les signes qu'elle voulait bien parler avec nous. Voilà, en fait, ça marche pas du tout. Donc, c'est une première partie de la pilule rouge, c'est de comprendre qu'on s'est fait mentir, quoi. Voilà. De toute façon, les femmes, il faut pas les écouter en ce qui concerne la séduction. Les femmes ne vous donneront jamais les bonnes astuces pour les séduire. Il faut arrêter ça, ça fait partie des mythes. Il faut écouter les femmes pour savoir comment les séduire. Non, ça ne se passe pas comme ça. En réalité, il faut pas écouter les femmes, il faut écouter les hommes quand il s'agit de la séduction des femmes. Mais la biche n'enseigne pas au chasseur comment elle doit être chassée. Le poisson n'enseigne pas au pêcheur comment il doit être attrapé. Non, mais sur cette histoire de respect, je voudrais juste souligner une chose, c'est que là où ça va pas, c'est que le respect exagéré est antisexuel. Parce que, en fait, ce qui éveille le désir, faut qu'il y ait une tension, d'accord? Faut qu'il y ait l'attirance, il doit y avoir une tension, donc il doit y avoir une polarité. Donc pour qu'il y ait une polarité, il doit y avoir oui, on doit imposer une certaine tension sexuelle à l'autre. Et ça, c'est pas le respect. S'il n'y a pas de tension sexuelle, il n'y a pas de désir. Pour créer le désir, on ne peut pas être dans le respect et dans l'attente, dans la négociation constante. Ah oui, attends, est-ce que tu veux bien que je te prenne la main? Est-ce que tu veux bien que je t'embrasse? Est-ce que tu veux bien que je te mette la main autour du cou, etc. C'est absolument antisexuel. Oui, évidemment. Mais bon, c'est pas ce que les féministes essaient de nous faire dire. Oui, un autre truc que j'aime bien, c'est que tu décris effectivement que... Alors, tu le décris pas exactement comme ça, mais... En fait, le monde il a évolué et de nos jours, la femme continue d'apporter sa partie, et puis, mais d'avoir le droit au travail aussi, alors que l'homme, on lui a pas donné le droit au foyer, en fait. Voilà, c'est ça. Tu parlais du divorce un peu plus tard. Voilà, maintenant on peut divorcer beaucoup plus librement. Et il y en a qui profitent du divorce. Et comme tu l'indiques, voilà, la femme part avec tout. Et avant, l'homme il construisait avec l'espoir de garder. Et maintenant, on a perdu. Enfin, voilà, la société a changé, quoi. Voilà. Ouais. Oui, on n'a pas de garantie pour notre investissement à la fois affectif et matériel. C'est ça le souci. Voilà. Alors qu'avant, il y avait cette garantie. Oui. Oui, donc bien sûr, moi je ne conseille pas forcément de rester seul ad vitam aeternam, etc. Je veux dire, je ne suis pas un prescripteur de conscience, donc les gens font ce qu'ils veulent, mais ce qui m'intéresse, c'est en tout cas de donner certaines clés pour que les hommes fassent leur choix en conscience. Enfin, un homme averti en vaut deux, c'est tout. Mais et on est tous là en train d'essayer de réfléchir comment résoudre finalement, comment sortir de cette situation, de cette impasse, parce que on a besoin de compagnie, sauf que bien sûr on a besoin aussi de garde-fous, on a besoin de protection, on a besoin de garantie que notre investissement, il ne sera pas en vain, qu'on ne sera pas le pigeon de l'affaire. Donc et ça c'est peut-être c'est l'inventivité des hommes désormais dans la situation présente. Moi je ne crois pas aux retours en arrière, à un patriarcat illusoire ou que sais-je. Il faut inventer quelque chose, il faut arriver à faire les choses sur les bases d'aujourd'hui. Et effectivement, comme les femmes effectivement peuvent, les femmes ont le droit d'inventer leur vie désormais beaucoup plus que les hommes. C'est-à-dire elles peuvent choisir d'être mères au foyer, elles peuvent choisir au contraire d'avoir une carrière, etc. Donc, si le pouvoir, c'est avoir la capacité de déterminer sa vie et de mener sa vie selon ses propres termes, les femmes ont plus de pouvoir que les hommes parce qu'elles peuvent déterminer, quelle sera leur manière de vivre.
pour le pire ou pour le meilleur. Hein. Elles peuvent se retrouver toutes seules à 50 ans, mais peu importe, mais elles peuvent parfaitement décider de suivre différents chemins. Alors que l'homme, on attend quand même de lui toujours qu'il suive un certain schéma, justement, qu'il soit toujours finalement quelqu'un qui va pouvoir être un pourvoyeur pour Oui, pour les une femmes femme. n'ont pas beaucoup changé dans leurs attentes de ce qu'elles attendent des hommes, effectivement, ouais. Oui, elles attendent qu'ils justifient leur place. Enfin, moi, quand j'entends une fille qui dit, une femme plutôt la cinquantaine qui dit, oui, alors il a pris telle salle dans la maison, etc., ou il laisse tel livre, etc., traîner. Je vois là une femme qui se sent, voilà, qui exigerait que l'homme se justifie d'être là, en fait. Et effectivement, c'est pas la bonne rhétorique à entendre, ouais. Eh bien, messieurs, je vous propose de continuer un petit peu. Alors, moi, j'ai lu un livre de psychologie pour avancer un petit peu dans le débat, qui s'appelle Why People Die by Suicide, pourquoi les gens meurent du suicide en français, écrit par le psychologue et chercheur Thomas Joyner, qui propose une description du profil suicidaire. Alors, en fait, j'ai lu ce livre conseillé par un de nos auditeurs qui est intéressé par la chose psychologique. C'est là où il fait ses études, et je le remercie au passage de m'avoir donné ses conseils en matière de lecture. Et l'idée, c'était de discuter un petit peu du profil du suicidaire, et éventuellement de pouvoir du coup proposer des solutions pour les gens qui constatent qu'il y a un problème et que quelque chose est en train de pas fonctionner comme il faudrait. Alors, un des aspects que j'ai trouvé très intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il y a une sorte de compte-rendu du psychologue qui explique comment lui, il perçoit les personnes suicidaires. Et apparemment, un des premiers problèmes des psychologues face aux gens qui sont concernés par les pensées suicidaires, c'est de savoir ce qu'ils doivent faire et surtout où est-ce qu'ils doivent s'arrêter. Parce qu'effectivement, on a une sorte d'instinct qui nous pousse à aider les autres, et en tout cas c'est le cas pour les psychologues, ils essayent d'aider au maximum leurs patients, et il y a un moment où ils doivent aussi apprendre à prendre de la distance par rapport à ce qui se passe pour ne pas trop en faire, ne pas trop empiéter sur la vie des personnes. Et donc une des clés pour ça, c'est d'apprendre à détecter quel profil de personne a le plus de risques de passer à l'acte. Et donc Thomas Joyner propose 3 éléments clés, 3 éléments que vous pourrez probablement noter aussi chez votre entourage qui a des pensées suicidaires si jamais ça se passe. Le premier, c'est que la personne qui a le plus de chances de se suicider a des capacités à se causer à elle-même des souffrances létales. Alors, dit comme ça paraît un petit peu vague. En réalité, ça veut dire que soit c'est une personne qui a déjà de l'expérience avec, par exemple, les armes à feu, soit une personne qui a déjà souffert beaucoup par le passé. Par exemple, il cite le cas de la drogue, il cite le cas des tatouages, des piercings. Apparemment, tout ça fait partie d'une catégorie. Toute personne qui s'est déjà infligé une forme d'automutilation peut être considérée comme ayant des risques plus élevés de suicide. Deuxième chose qui est importante, c'est le sentiment d'appartenance frustré. En anglais, il appelle ça thwarted belongingness. Donc l'idée qu'une personne n'appartient pas à un groupe ou à la société en général. Là, c'est typiquement le cas d'un homme qui, par exemple, aurait été exclu de son foyer. Donc la femme l'aurait quitté et il se retrouverait sans famille tout à coup. Donc ça serait un sentiment d'appartenance frustré. Et le dernier point qu'il note, c'est le sentiment d'être un poids pour les autres, pour la société, perceived burdensomeness. En anglais, typiquement le suicidaire qui se dit que la mort est une meilleure chose pour la collectivité que sa vie. Donc en fait, que la mort arrangerait bien des choses autour de lui et pas seulement pour lui. Ces 3 paramètres constituent donc la théorie interpersonnelle du suicide et permettront à nos auditeurs de repérer le profil suicidaire type. Donc pour le cas qui nous intéresse, le jeune divorcé par exemple, la condition d'un sentiment d'appartenance frustré est parfaitement remplie parce qu'il a été mis au rebut de sa famille, donc ça c'est déjà validé. Et souvent le mari inutile peut se sentir inutile à la collectivité, voire même un poids pour la société, et dans ce sens,
Comme Durkheim l'avait déjà prédit lorsqu'il affirmait « Le mariage favorise d'autant plus la femme au point de vue du suicide que le divorce est plus pratiqué et inversement », le taux de divorce qui explose est un risque pour le taux de suicide masculin. Donc il faut être clairvoyant là-dessus. Dans un cadre de vie où le taux de divorce augmente, le seul fusible qui reste, c'est le premier paramètre des 3 qui a été cité, c'est-à-dire la capacité à s'infliger à soi-même des actes létaux. Donc on a intérêt à limiter la possibilité pour les gens de s'infliger des actes létaux pour sauver un maximum de personnes, mais a priori, se battre contre les divorces qui peuvent intervenir sans aucune forme de procès, ça fait partie des choses à regarder de près, parce que le taux de divorce a un lien très important avec le taux de suicide chez les hommes. Alors, moi, sur le sentiment d'appartenance frustré, il y a aussi 2 choses, c'est le travail et la patrie. La patrie, c'est plus du tout à la mode, évidemment. Ça, c'est peut-être l'évolution du monde qui fait ça, mais voilà, la patrie, c'est vraiment... avant, on passait au service militaire, maintenant, on passe même plus au service militaire. C'est pas que j'ai envie de le faire, c'est juste que voilà, on a plus un sentiment d'appartenance à la nation, et sur le sentiment d'appartenance au travail, on a Emmanuel Macron qui fait il y a trop de mal blanc à France Télévisions, il y a trop de mal blanc etc. On se sent exclu du travail. Donc quand tu parles du divorce, pour moi c'est même pas le premier. C'est déjà on n'a plus vraiment le droit de travailler, et quand on refuse notre travail, on peut plus contribuer à la société de la façon dont on peut le plus facilement en fait. Donc moi je verrais vraiment le travail comme sentiment d'appartenance le plus frustré. Oui, et puis pour rebondir à ce que tu dis, Moss, aussi, effectivement, bon, le premier paramètre, c'est un fusible. Bon, peut-être mais c'est un bien maigre fusible, parce que trouver des moyens de se suicider, c'est relativement aisé. Donc, c'est bien maigre comme garde-fou. Et puis, j'insisterai justement sur plus peut-être même une révolution mentale, parce que faudrait arriver à pouvoir continuer à vivre sans servir à quoi que ce soit. Enfin, c'est ça qui, quelque part, ce qui est difficile à intégrer, mais je pense que c'est vraiment une voie à explorer. On n'a pas besoin d'être utile pour vivre, en fait. On est trop dans une société utilitariste dans ce sens-là aussi, où à partir du moment où quelqu'un n'est plus utile, on considère qu'il doit disparaître. Et les gens qui se considèrent comme être un poids pour leur famille ou pour la société, sont prisonniers d'une conception qui veut que seules les choses qui sont utiles ou les gens qui sont utiles auraient le droit de vivre. Mais non, en fait, non, tout le monde a le droit de vivre, même s'il n'est pas utile. Je pense que c'est très important d'affirmer ça, c'est qu'on n'a pas à justifier son existence par une utilité. Je crois que ça, c'est... On trouve beaucoup d'articles effectivement féministes dans les journaux internationaux qui disent mais à quoi servent les hommes, est-ce qu'on peut séparer les hommes? Enfin, il y a beaucoup d'articles très détachés sur est-ce qu'on a vraiment encore besoin des hommes? Ils sont criminels en fait. Oui, c'est assez négatif. Je suppose qu'ils le disent de manière légère en pensant pas à des trucs aussi terribles, mais ça justifierait effectivement qu'on fasse plus rien pour les hommes en attendant qu'ils partent, quoi. Mais pour compléter ce que tu dis, Radu, d'ailleurs, c'est très intéressant, mais le chômage chez les hommes a des conséquences beaucoup plus importantes que chez les femmes au niveau de la psychologie. C'est-à-dire que ça a des conséquences graves. Notamment, il y a beaucoup d'hommes qui sont en dépression parce qu'ils sont au chômage. Alors que les femmes, pas forcément, visiblement. Oui, et puis c'est une tare moderne. Je dirais, faut quand même aussi se souvenir que c'est une évolution très moderne où l'on veut que l'utile soit la chose primordiale, quoi. Je m'en souviens une citation de Victor Hugo qui disait non, il n'y a rien de plus utile que l'inutile. C'est la société consumériste, technicienne, productiviste dans laquelle nous vivons, ou qui met en avant l'utilité de tout, des gens, des ressources, tout est utile ou inutile. Et ça, si on a ça à l'esprit tout le temps, c'est sûr que si on se juge sur ces critères-là, eh bien,
on va aussi, il y a aussi cette tendance eugénique, enfin, tu vois, l'eugénisme, ça va aussi dans cette direction-là. Quels sont les individus utiles? Quels sont les individus qui méritent de vivre? C'est toujours la conception de l'utilitariste qui guide cette réflexion-là. Et elle peut mener à des choses criminelles. Elle a déjà mené à des choses criminelles, mais parce qu'on ne veut tout simplement pas revenir à une position qui est beaucoup plus simple, plus joyeuse que les êtres ont le droit de vivre sans qu'ils soient utiles à quoi que ce soit et à quiconque. Je pense que les filles doivent le ressentir assez facilement, ce genre de sentiment d'être utile d'être valide sans être utile. Alors que les hommes, moi par exemple, j'ai du mal à franchir ce gap d'accepter, d'arrêter d'essayer d'être utile pour la société et de vivre pour moi-même. C'est pour ça que je fais ce travail aujourd'hui, c'est que j'ai envie d'être utile aux autres et je sais pas faire mieux. Et d'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup surpris, et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi la chose, dans l'Observatoire national sur le suicide, dans les documents qu'ils ont publiés, un des premiers éléments qu'ils ont fournis, c'est le coût financier estimé du suicide en France. Et je dois dire que ça fait partie des choses, moi, enfin je sais pas, peut-être que ça vous a aussi choqué, mais moi ça m'a choqué. J'ai été un petit peu révolté. Je me souviens. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on met en avant le coût financier du suicide? Enfin, il y a déjà des milliers de gens qui meurent tous les ans à cause de ça. Est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter une couche en estimant de manière comptable? Il l'explique assez facilement, c'est que il y a des choses sur lesquelles on ne fait rien jusqu'à ce que ça cause un problème aux filles. Et en tant que, par exemple, sur les pensions alimentaires, ça n'a pas été considéré comme injuste aux États-Unis ou en France pendant très longtemps, jusqu'à ce que des filles se remarient avec des hommes et que des filles n'aient pas accès à l'entièreté du revenu de l'homme parce que l'homme devait donner une partie à son ex. Et c'est là qu'on a commencé à avancer sur les pensions alimentaires. Voilà, c'est souvent quand ça touche la fille que du coup la société commence à faire quelque chose, ouais. Donc si ça la touche en matière financière, par exemple, au niveau des sous de l'État, etc., là, c'est là que la société va faire quelque chose. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Mosque, que c'est obscène, en fait, oui, de faire une évaluation du coût du suicide. Ça a un caractère obscène. Ça me rappelle, encore une fois, oui, quand les nazis faisaient une évaluation du coût d'un malade mental, il y avait de ça. C'était combien ça coûte. Là, c'est pareil. Là, combien coûte le suicide? On fait une évaluation et c'est obscène. Ouais, effectivement. En tout cas, les financements qui sont attribués au suicide sont bien en deçà du coût du suicide selon l'estimation de l'Observatoire. Donc, vous pouvez rajouter des sous sur la table. Je pense que ça vaut la peine en termes financiers aussi. Je vous propose peut-être, messieurs, de passer à la gestion du suicide, parce que c'est vrai que nous sommes tous dans un environnement familial ou avec des amis, et nous pouvons être confrontés à des gens qui ont soit des tendances suicidaires, soit une dépression, soit des pensées noires. Et voilà, essayer de savoir un petit peu quoi faire, en l'occurrence, peut être très utile, peut sauver des vies. Alors bien sûr, vous pouvez toujours appeler des associations qui peuvent aider. Donc par exemple, vous pouvez appeler SOS Médecins, c'est la réponse obligatoire, on va dire, à n'importe quelle personne qui vous confie qu'elle veut se suicider. Vous pouvez essayer d'appeler SOS Amitié également, une association spécialisée sur le suicide. Et puis on a d'autres cas qui sont intéressants, notamment pour l'homme. Il est intéressant de savoir que le chantage au suicide existe. Ça peut souvent être l'objet de ce que ça peut être pratiqué par les femmes, notamment après une rupture. Reviens avec moi, sinon je me suicide. Et donc, dans ce genre de cas, typiquement, il faut appeler la police. Hein, il ne faut pas rentrer dans une discussion avec un chantage au suicide. Radou, je crois que tu as un peu plus creusé la question que moi, donc si tu veux... Oui, le chantage au suicide est une des techniques de certaines personnes perturbées. Il y a différentes personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont différents troubles mentaux, on pourrait dire. Donc, et le chantage au suicide fait partie des abus. Il faut le savoir, c'est un abus c'est pas rien ça. C'est autant un abus de faire un chantage au suicide que de frapper quelqu'un. C'est un abus psychologique. Donc, sachez-le avant tout que c'est quelqu'un qui vous fait un chantage au suicide est en train de vous abuser, et la meilleure attitude à avoir face à ce genre d'agissement,
c'est effectivement de prendre cela au sérieux, mais pas à titre personnel, mais vraiment d'impliquer les professionnels de santé là-dedans, c'est-à-dire véritablement d'appeler à la fois la police et les médecins, leur dire, écoutez, cette personne, je l'ai eu au téléphone, elle vient de me dire qu'elle va se suicider. Donc, mais par contre, ne cédez pas aux demandes de cette personne. Ne cédez pas à ce chantage parce que ça n'arrête jamais. Un abus n'arrête jamais parce qu'on se laisse faire. Donc, la meilleure conduite à tenir, c'est de garder vos distances et d'impliquer les personnes compétentes dans cette affaire. Bon, très bien, merci Radu. Je crois qu'Alexis avait aussi envie de nous parler un petit peu de dépression et de voir comment on pouvait gérer ça. Oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de dépression jusque-là. La dépression, c'est vraiment quelque chose de... Alors, il faudrait peut-être que ce soit des médecins qui en parlent. Moi, je suis pas médecin, donc vraiment, comme l'a dit Moss, retournez-vous vers des médecins pour traiter le suicide, parce que c'est vraiment la première réponse à avoir, quoi. Et c'est la réponse légale obligatoire. Mais donc, la dépression, ça peut prendre plusieurs formes différentes. Et quand on a l'image de la personne amorphe sur son canapé, il suffit pas de lui mettre un coup de pied pour que ça démarre. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a d'autres ressorts sur lesquels ça fonctionne. Et donc des fois, je vais pas aller promouvoir les médicaments, mais certains préfèrent choisir les médicaments. Donc voilà, sachez que ça existe et que c'est vraiment quelque chose de difficile à surmonter. Par contre, pour moi, la dépression, parfois, c'est aussi l'individu qui s'aperçoit qu'il n'a pas d'utilité pour la société ou qui s'aperçoit que l'avenir est un peu bouché et qui s'en aperçoit de manière intuitive et qui du coup il arrête d'essayer d'être actif dans la société ou dans sa vie parce qu'il pressent déjà quels sont les résultats du futur. Donc quand vous écoutez quelqu'un qui est en dépression, il faut vraiment écouter ce qu'il dit parce que il va peut-être vous donner les indices qui vont vraiment vous expliquer ce qui se passe et voilà, il faut pas tout jeter en disant oui, mais tu vois le monde en noir. Parfois, la personne a raison. Il y a des choses qui se réalisent parmi ce qu'elle dit. Donc, il faut peut-être justement la secourir. Et du coup, ça m'amène sur un deuxième point, c'est l'écoute active. C'est un mot qui est très populaire en ce moment, sur la CNV, donc la communication non violente, etc. On explique aux gens, et souvent dans les journaux de femmes d'ailleurs, comment faire de l'écoute active. L'écoute active, ça consiste à reformuler ce que la personne vous dit, pour montrer que vous l'avez bien compris. Donc la personne vous dit, un tel m'a quitté, et vous répétez, moi je comprends qu'un tel t'a quitté, d'après ce que tu me dis. Donc ça peut paraître assez comique, mais ça permet que la personne se sente vraiment écoutée, que le suicidant ou la personne dépressive se sente vraiment écoutée. Mais il y a un travers qui est vraiment terrible dans celui-là, c'est que souvent la personne se sent écoutée, et puis derrière vous n'allez rien faire. Et un garçon s'exprime souvent par des actes et il s'exprime que quand il espère que vous allez faire des actes derrière. Et donc, s'il vous dit un tel vient de me quitter, il faut peut-être essayer de chercher des actes à faire, de genre, est-ce qu'il faut les remettre ensemble ? Peut-être pas la bonne solution, mais voilà, il faut chercher des actes à faire. Est-ce qu'il faut les rabibocher ? Ou alors, si vous essayez de trouver avec la personne quel est le cœur de la chose qui la vexe à travers le fait que la fille l'ait quittée, souvent, donc c'est très lié à la pilule rouge, il faut peut-être... je veux dire, c'est pas forcément que des paroles. Il faut peut-être faire des actes pour aider la personne. Une chose. Des activités communes de soutien, plutôt que... Je pense que ça, c'est un des malheurs, une des distinctions, une des différences avec les femmes, c'est que les hommes ne peuvent pas se réunir uniquement pour parler. Souvent les hommes se réunissent pour faire un truc ensemble. Allez, on a besoin d'un truc concret à faire. Même si, et ça, je pense que c'est capital, impliquer peut-être les personnes tristes, dépressives, etc., ou suicidaires, dans des activités, même minimes, des choses à faire en collectif. Je pense que ça peut vraiment aider. Oui, ça va être l'occasion de partager des choses effectivement sur les hommes. On a un groupe Facebook sur lequel on partage des choses entre hommes. C'est intéressant effectivement de se retrouver en huis clos pour vraiment comprendre certaines choses qu'on ne peut plus transmettre aujourd'hui dans la société parce qu'on est constamment sous les yeux des filles, mais des fois ça peut être utile de se transmettre des choses entre hommes. Ensuite, oui, effectivement, par exemple, le jardinage ou les travails manuels font énormément de bien pour la dépression parce que le corps a besoin de bouger et vous avez besoin de mobiliser les neurones qui sont liés à tous ces muscles-là. Et donc, quand vous faites du jardinage notamment, vous faites quelque chose de beau et vous utilisez vos muscles et des fois ça demande de l'effort, etc. Et vraiment
vraiment, le cerveau est fait pour ça. Donc, il va développer ces parties-là du cerveau et ça peut participer à vous sortir de la dépression. Mais vraiment, j'insiste sur le faire quelque chose. Ça peut être dans la famille, par exemple, s'il y a eu une mauvaise entente, peut-être qu'il faut aller voir l'autre dans la famille pour essayer de résoudre la chose avec l'autre, parce que c'est peut-être l'autre qui est en tort. Le problème quand on est face à quelqu'un de dépressif, c'est qu'il n'est pas crédible. On a tendance à pas croire ce qu'il dit parce qu'il n'est pas dominant quand il est dépressif. Et on n'a pas tendance à croire quelqu'un qui n'est pas dominant. Et donc souvent, vous allez jeter tout ce qu'il dit à la poubelle en vous disant c'est pas crédible, j'y crois pas, ou alors il dit ça parce qu'il est énervé, ou alors je suis en train de l'écouter simplement et je lui fournis déjà un service en l'écoutant. Et ça résout pas grand-chose de l'écouter, en tout cas quand c'est un garçon. Il faut des fois se mettre à résoudre les problèmes dont il parle. Et ça peut être très simple justement, et ça permet d'éviter d'arriver au chantage au suicide ou à des trucs comme ça. Si on les résout un peu plus à la base, si vous écoutez bien l'homme qui pleure, disons, on résoudra peut-être plus de problèmes en avant. Voilà. Donc voilà, attention à l'écoute active. Les filles en sont fans parce qu'on en parle beaucoup dans les magazines de psychologie ou de trucs féminins, mais l'écoute active, ça peut vous donner l'impression d'agir alors qu'en fait vous n'êtes pas en train d'agir, vous êtes juste en train d'écouter, quoi. Voilà. Moi, je voudrais compléter par rapport à ce que tu dis. Alors, il y a un des éléments que j'ai trouvé intéressant dans le livre de psychologie, c'est qu'il semble que une grande partie des gens qui se suicident non pas quand ils sont au pire d'une dépression, mais quand ils en sortent. C'est-à-dire quand ça commence à aller mieux, soi-disant, en tout cas c'est ce que tout le monde pense, et 2 semaines, 3 semaines après, ils ont repris des forces, ils ont l'air de s'être un peu ragaillardis, et là ils commettent le pire et ils se suicident. Donc attention, parce que l'impression que ça va mieux, parce qu'on a écouté, on a discuté, etc., ça peut être un trompe-l'œil et ça peut déboucher sur le pire. Ok, ensuite, pour avoir lu quelques documents sur de SOS, amitié, etc., souvent, si vous êtes vraiment dans une situation d'urgence où vous ne pouvez pas faire intervenir un médecin, c'est quand même toujours mieux de faire intervenir un médecin, hein, mais quand vous ne pouvez pas, des fois, simplement le fait pour la personne de déballer et d'expliquer sa situation, ça peut l'épuiser et du coup, ne pas la faire passer à l'acte. Voilà. Donc, c'est important de demander à la personne qu'est-ce qui t'arrive et de la faire parler, quoi. Voilà. Alors, sur le suicide et sur la pilule rouge, je voudrais mentionner le livre The Boy Crisis, que j'ai déjà mentionné à l'antenne. Donc, ils ont une partie assez énorme sur le suicide. Ils parlent de plein de métiers, donc les pompiers, etc., mais aussi du suicide des hommes. Ils ont une liste de critères, de 30 critères, par exemple. Et je crois que si on en coche plus que 7, c'est qu'on risque d'être assez sensible au suicide. Donc c'est un peu plus que les 3 que tu avais, Moss, mais voilà, c'est un bon livre. Et c'est un bon livre surtout pour l'entourage, pour comprendre la situation des hommes. Parce que quand les filles conseillent les hommes, c'est souvent assez naïf par rapport à la situation des hommes. La vie est vraiment très dure pour les hommes. Elle est beaucoup plus dure. Voilà, il y a des astuces à savoir, etc. C'est difficile pour une fille de conseiller un homme. Elle peut le réconforter, mais si vous voulez vraiment comprendre comment, ou ce que vit l'homme, eh bien, lisez les livres comme celui-là. Alors, c'est pas moi qui l'ai édité, hein, Warren Farrell, c'est pas moi. Mais voilà, vous pouvez essayer de comprendre l'univers de l'homme pour comprendre à quoi est-ce qu'il fait face, quoi. Voilà. Oui, je rebondis, Alexis, parce que Warren Farrell, c'est quand même un des auteurs fondamentaux de la pilule rouge. Alors, pour tous les anglophones qui nous écouteraient, je conseille vivement aussi The Myth of Male Power, Are Men the Disposable Sex? Bon, en traduction libre, ça veut dire le mythe du pouvoir masculin. Est-ce que l'homme, c'est le sexe jetable? C'est un livre déjà qui date de 84, donc c'est vraiment un livre déjà qui a fait date et qui date, mais qui est un des livres fondamentaux de la prise de conscience masculine qu'on appelle la pilule rouge, en tout cas. Très bien, moi j'ai fini, j'ai plus aucun point. Moss ? Eh bien, messieurs, je vous propose de terminer ça avec un petit peu de culture. Donc, pour recycler un petit peu le format autodafé, je me suis proposé pour cette émission de vous présenter un auteur. Cet auteur, c'est Émile Cioran. Et donc Émile Cioran, selon moi, est un monstre méconnu. Alors, il n'est pas totalement inconnu du grand public, mais souvent réduit à une caricature de dépressif intello et rabat-joie. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce Émile Cioran-là que j'ai envie de vous faire découvrir, mais le Cioran de jeunesse, celui qui, dans un petit village proche de Sibiu, en Roumanie, écrivit un court ouvrage d'une fulgurance et d'une puissance virtuose, intitulé « Sur les cimes du désespoir ». Ce texte
Vous ne le trouverez malheureusement pas dans le volume des éditions La Pléiade qui est consacré à son auteur, et pour cause, il a été écrit en roumain et non pas en français. En revanche, vous pouvez le trouver aux éditions de Lerne, traduit par André Vornik. Ce livre, donc, écrit à l'âge de 22 ans, montre l'ampleur du doute et des questions qui hantent le jeune Sioran. Il est écrit avec force, avec rage, avec une brutalité parfois inouïe qui confine au sauvage. Sioran y parle du scepticisme, de son sentiment d'inutilité et de vacuité du monde, avec une indicible élégance d'écriture qui le caractérisera jusqu'à sa mort. L'écriture d'Émile Cioran, bien plus sombre que la vie réelle de l'homme, reprendra souvent la thématique du suicide, qui se frayera un chemin jusque dans les titres de la tentation d'exister et de l'inconvénient d'être né. Conseiller Cioran à un lecteur dépressif ou suicidaire peut sembler une idée absurde et même dangereuse. Et pourtant, je crois que Cioran, avec sa manière d'approcher le suicide comme une éventualité aussi absurde que la vie ou que la mort, pourra donner à penser. Chez Cioran aussi, il n'y a pas de jugement, pas de reproche, on ne s'entend pas dire qu'il faudrait être optimiste ou joyeux. Cioran n'est pas un optimiste de nature. Un dépressif se sentira donc à son aise chez Cioran, un dépressif comprendra avec Cioran que le suicide n'est pas une solution. Écoutez par exemple cet extrait en page 107 dans le chapitre « Le sens du suicide ». Qu'ils sont donc lâches, ceux qui prétendent que le suicide est une affirmation de la vie. Pour racheter leur manque de courage, ils s'inventeront toutes sortes de raisons censées excuser leur impuissance. Il n'y a pas, à vrai dire, de volonté ou de décision rationnelle de se suicider, mais seulement des déterminants organiques et intimes qui vous y prédestinent. Les suicidaires ont un penchant pathologique pour la mort, auquel ils résistent en vérité mais qu'ils ne peuvent supprimer. La vie en eux a atteint un tel déséquilibre qu'aucun motif d'ordre rationnel ne peut plus la consolider. Aucun suicide ne procède uniquement d'une réflexion sur l'inutilité du monde ou sur le néant de la vie. À qui m'opposera l'exemple de ces anciens sages qui se suicidaient dans la solitude, je répondrai qu'ils avaient liquidé en eux-mêmes la moindre parcelle de vie, détruit toute joie d'exister et supprimé toute tentation. Réfléchir longuement sur la mort ou sur d'autres questions angoissantes porte à la vie un coup plus ou moins décisif, mais il n'en est pas moins vrai que ce genre de tourment ne peut affecter qu'un être déjà atteint. Les hommes ne se suicident jamais pour des raisons extérieures, mais à cause d'un déséquilibre interne, organique. Chez Cioran, le suicide est une pulsion de mort, pas une décision mûrement réfléchie. Cioran semble tenté par la mort dans la plupart de ses livres, mais c'est justement l'idée du suicide qui lui permet de trouver encore la force de vivre. Il le dit lui-même plus tard dans les syllogismes de l'amertume, sans l'idée du suicide, je me serais tué depuis toujours. Ainsi, Sur les cimes du désespoir permet d'accéder à la prose d'un Cioran tourmenté par le suicide, mais qui, à la différence d'un Cesare Pavese, ne se suicidera jamais. Cioran a déconstruit l'idée du suicide au point de ne pas le souhaiter, et c'est pour cette raison-là que je conseillerais la lecture de Sur les cimes du désespoir à tous ceux qui sont dans le doute. Alors, je m'attends à ce que Radu ait beaucoup de choses à dire sur cet ouvrage, parce que Émile Cioran est un auteur roumain d'origine, et donc la team Roumanie va devoir expliquer des choses. Vas-y Radu. Merci Moss pour l'honneur que tu fais donc à la Roumanie dans cette nouvelle mouture du Café des Hommes. Donc merci de me donner l'occasion de parler d'un auteur qui m'est cher et que j'ai lu. C'était très étrange de lire un auteur roumain finalement qui écrit en français, que j'ai lu ensuite en retraduit en roumain. Et je pense que Cioran, enfin Cioran, mais en roumain, mais je dirais Cioran à la française pour pas perturber nos auditeurs. Je pense que Cioran justement est un très bon antidote contre la pilule bleue parce que justement c'est un maître du désillusionnement en fait. C'est quelqu'un qui va vous enseigner en quelque sorte à vivre sans être utile, parce que pour rebondir sur ce que nous venons de dire, Alexis, je crois que la grande puissance de Cioran et de la lecture de Cioran vient du fait qu'il y a une joie à être inutile. Cioran, il l'a montré même dans sa propre vie d'ailleurs, parce qu'il a
il n'a jamais rien fait à part écrire des aphorismes et publier ses romans. Il a toujours vécu si chichement dans une mansarde du 5e arrondissement de Paris, rue de l'Odéon. Et il a refusé tous les prix littéraires qu'on lui avait offerts. Et donc, il a été absolument inutile et joyeux de l'être. Donc, je pense que la lecture de Cioran est un véritable antidote à à l'idolâtrie au culte de l'utilité d'une part, et aussi bien sûr au culte de l'être aimé, de l'amour, parce que tu as parlé du suicide, mais Cioran a des aphorismes extraordinaires aussi sur l'amour. J'en ai cité quelques-uns dans ma chronique, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement drôles. Moi, je crois que Cioran a une puissance due à son humour aussi. Il a énormément d'humour, contrairement à l'apparence. C'est peut-être un humour noir, certes, mais c'est un humour qui peut sauver vraiment du désespoir parce qu'il lui donne une tournure drôle. Donc, je pense qu'on peut lire Cioran comme un antidote au suicide et comme un antidote aussi à l'illusion amoureuse. Bon, je vais pas remettre des citations encore parce que cette émission déjà elle est extrêmement longue. Mais il y a un article qu'on mentionnera en dessous de la vidéo, je pense, qui résume assez bien l'idée, c'est que l'écrivain roumain désamorce l'éros, la séduction, par le rire grinçant, le ricanement lucide. Le jeu de l'amour et du hasard ne marche plus s'il est accompagné d'une dose exagérée d'ironie et de lucidité. Dès que l'on commence à comprendre et à décomposer les rouages de ce jeu, on cesse d'y participer, ou du moins non sans arrière-pensée. En somme, l'homme commence poète et finit gynécologue. Le seul moyen de réduire cette universelle du prix à néant consisterait à pouffer de rire en plein râle. Enfin, ce qu'il veut dire par là, c'est que pouffer de rire en plein orgasme. Donc, il y a toute une démystification de la femme, bien sûr. Son piédestal est absolument bousculé par Cioran. Et je pense que ça peut être vraiment salutaire. Donc, je conseille vraiment la lecture de Cioran à tous ceux qui veulent y trouver un antidote aux élans adolescentins et aussi bien à ceux qui trouvent que pour vivre, il faut absolument une raison très sérieuse et que l'on ne pourrait pas vivre tout simplement joyeusement sans raison aucune. Alexis, toi tu l'as lu, Émile Cioran, ou pas du tout ? Non, je connaissais même pas l'auteur, donc désolé, je ne connais pas. D'accord. Bon, pour le suicide, en tout cas, c'est une référence absolue. Vraiment, il a écrit plusieurs livres qui parlent plus ou moins directement du sujet. Et donc, ça me semblait assez évident de conclure avec lui. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, messieurs, je vous propose de conclure là notre Café des Hommes du jour. Oui, alors sur le sérieux de la vie et le suicide, il y a quand même un aveu de Cioran qui m'est cher. Et il m'est absolument impossible de savoir si je me prends ou non au sérieux. Le drame du détachement, c'est qu'on ne peut pas en mesurer le progrès. On avance dans un désert et on ne sait jamais où on est. Et je trouve que c'est le secret d'une certaine joie, en fait, d'une certaine joie du détachement, voilà, et du désillusionnement. Bon, eh bien, je crois que ça va être une très bonne manière de conclure cet audio. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là. Je pense que vous êtes assez nombreux. Merci à Alexis Fontana pour ton aide, ta participation et tout ce que tu as apporté en termes de chiffres, en termes de connaissances pratiques. Enfin, ça a été un gros travail de préparer cette émission et c'est en partie grâce à toi qu'on a réussi à s'en sortir. Tu avais dit que tu avais un live qui était prévu bientôt, donc si tu veux refaire un coup de pub, c'est le moment ou jamais. Oui, non, à propos des chiffres, en fait, c'est que j'avais préparé une émission sur le suicide, mais j'avais vraiment jamais structuré les chiffres pour en faire quelque chose qu'on pouvait dire en public. Donc c'était plus intéressant, effectivement, d'en discuter avec vous, de balancer les chiffres et puis qu'on discute autour de ça, plutôt que de faire une émission à moi qui n'était pas suffisamment consistante pour en faire juste un diaporama, quoi. Alors oui, effectivement, je compte faire une émission dimanche soir en invitant
plutôt des féministes, enfin j'essaie de marketer ça en direction des féministes, disons, pour répondre aux arguments classiques lancés par les féministes. Comme on a vu dans ce texte-là, par exemple, les filles qui disent qu'on retient nos émotions, par exemple. Voilà, ce genre d'argument-là, qu'elles voudraient peut-être reprocher aux masculinistes, voilà, je voudrais y répondre et qu'on se fasse un live avec voilà, plein de questions comme ça et comment répondre à ces arguments et pour entraîner un petit peu les auditeurs à trouver la bonne formulation pour répondre à ces trucs-là, quoi. Donc voilà, ça ce sera dimanche soir à 20h30 si je me souviens bien. Très bien, Radou, toi aussi tu as un live le vendredi, je crois, c'est ça ? Oui, alors oui, je vous remercie. Enfin, toi, je te remercie Moss et je te remercie Alexis pour cette discussion absolument féconde. Enfin, et puis très intéressante parce que j'ai appris beaucoup de choses en discutant avec vous. Et oui, je tiens à signaler aux auditeurs qui nous écouteraient que voilà, je fais un live toutes les semaines le vendredi à 21h. Bon voilà, sauf accident ou sauf imprévu, normalement tous les vendredis à 21h sur ma chaîne. Je fais un live où je réponds aux questions que me sont posées dans le chat sur la pilule rouge. Et voilà, je vous convie à venir nombreux, me poser les questions que vous souhaitez me poser sur ces thématiques-là. Et donc, bon, voilà, sinon je produis du contenu en plus sur ma chaîne, il n'y a pas que des lives, et au moins une vidéo par semaine consacrée aux problèmes des hommes. Eh bien, merci Radou, merci Alexis. Et puis merci aussi à nos auditeurs. Alors certains d'entre vous m'ont envoyé du contenu pour cette émission et je voudrais vous remercier tout particulièrement. Et puis la prochaine émission, c'est dans 2 semaines. Nous n'avons pas encore fixé le thème, mais ça arrive dans 2 semaines. On va essayer d'avoir tout le bénéfice de vos retours par rapport à ce nouveau format. Peut-être qu'on a des choses à améliorer. N'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager autour de vous. Et donc, on vous retrouve dans 2 semaines. À bientôt tout le monde.